En tout cas, merci pour votre invitation. Ça me permet de m'extirper un peu de la grisaille parisienne. Non, je vais le faire, oui, comme ça. Ouais. Et donc, pour vous situer un petit peu le contexte, cette présentation, je l'avais préparée justement pour une journée SFEN de la ST7 qu'on a faite en novembre dernier. Et moi, avec mon cursus, donc je présentais plutôt les concurrents. Donc aujourd'hui, je l'ai étoffé un peu pour vous parler aussi de l'EPR, mais vous attendez pas à avoir beaucoup de détails. C'est une présentation pour brosser le panorama des réacteurs qui sont aujourd'hui en concurrence sur le marché. Et je l'ai faite volontairement un peu, de façon un peu, une présentation un peu caricaturale, histoire de fixer un peu les idées pour faire grossir les traits sur chacun des modèles concurrents qu'on peut avoir. Donc ce qu'on m'a demandé aussi au départ, c'est de... Bon, ça c'est le plan, mais on le verra ensemble, il va se dérouler. C'est de vous rappeler qu'est-ce que c'était finalement ces réacteurs de troisième génération. Alors c'est peut-être évident pour certains d'entre vous, ça fait toujours du bien de le rappeler. On voit souvent cette image avec les différentes générations de réacteurs. Donc la première génération, c'est vraiment tous les prototypes qu'on a pu essayer de faire au début. Et là, on a tout essayé. Toutes les technologies auxquelles on pense encore aujourd'hui ont déjà été essayées à cette époque, donc dans les années 50, 60. On a tout essayé. Bon, on faisait des petits réacteurs parce que c'était des prototypes. Ensuite, on a eu la deuxième génération, c'était la première génération de réacteurs industriels pour produire de l'électricité. Et là, on a rationalisé le choix. Les choix se sont faits sur des modèles qui étaient finalement qui présentaient les meilleures caractéristiques à la fois techniques et économiques pour produire de l'électricité efficacement. Et on trouve essentiellement donc des réacteurs à eau légère, des réacteurs à eau pressurisée ou des bouillants, et puis aussi quelques CANDU, quelques réacteurs graphite-gaz. Mais le gros de la flotte, et puis c'est le gros de la flotte nucléaire mondiale qui existe aujourd'hui, c'est des réacteurs à eau légère. Et il y a eu l'accident de TMI d'abord, Three Mile Island, aux États-Unis, avec une fusion du corps, puis l'accident de Tchernobyl, et en 2011, il y a eu aussi l'accident des tours jumelles. Et donc, à partir surtout déjà de l'accident de TMI, on a commencé à se dire, ces accidents de fusion du corps qu'on croyait presque impossibles, qu'on pouvait éviter, ça existe, ça peut arriver. Donc si ça peut arriver, ça veut dire qu'il faut quand même qu'on fasse quelque chose sur la sûreté des réacteurs. Et puis ça a été renforcé, ce besoin d'améliorer la sûreté des réacteurs par l'accident de Tchernobyl, bien sûr. Et donc les réacteurs de troisième génération, c'est les réacteurs qui ont été conçus en tirant profit de l'expérience de ces accidents et avec la volonté donc d'améliorer de façon très significative la sûreté des réacteurs. Donc d'une part, améliorer la sûreté, et puisqu'on a une fusion du corps à TMI, améliorer la sûreté, c'est réduire la probabilité, du risque de fusion du corps. Donc améliorer les systèmes pour que cette probabilité diminue. Et puis, puisque ce risque de fusion existe, c'est ajouter aussi des systèmes pour traiter le cas de la fusion si jamais on devait à nouveau arriver jusqu'à la fusion. On a vu que c'est arrivé à nouveau avec Fukushima. Et puis il y a ce dernier volet qui est le volet de protection renforcée contre les agressions externes. Ça, c'est plus tourné vers l'accident du 11 septembre 2001. On s'est dit quand même, les réacteurs nucléaires sont des éléments sensibles et donc il faut qu'ils aient une protection vis-à-vis des agressions externes. Alors, dans les agressions externes, bien sûr, on pense à la chute d'avion, mais c'est toutes les agressions externes confondues. C'est les tsunamis, ça peut être, quand on parle de missiles, généralement, quand on dimensionne un réacteur, on ne pense pas à un missile balistique ou quelque chose comme ça. C'est juste un élément qui est envoyé contre le réacteur. Donc ça, c'est vraiment sûreté améliorée. Ça, c'est la troisième génération. Et puis, il y a une notion de performance économique, parce que contrairement à ce qu'un ancien président croyait, ce n'est pas parce qu'un réacteur est vieux qu'il n'est pas sûr.
puisque que ce soit TMI ou que ce soit Tchernobyl, c'était presque des réacteurs tout neufs. TMI, il avait 1 mois et demi, et puis Tchernobyl, il avait à peine plus d'1 an. Donc vous voyez, ce n'est pas une question d'âge, la sûreté au niveau des réacteurs. Et oui, je disais ça parce que donc, ce que les investisseurs se sont rendus compte, c'est qu'au bout d'1 mois et demi, à TMI, ils ont perdu tout leur investissement. Et l'investissement sur un réacteur nucléaire, c'est quand même assez lourd. Donc on a demandé aussi à avoir des performances économiques améliorées, d'essayer de travailler sur les coûts, d'avoir quelque chose de moins cher. Baisser les coûts, augmenter la disponibilité, pareil pour la flexibilité, et puis tant qu'à faire, amortir notre investissement sur une durée encore plus longue. Donc ça, c'est la 3e génération. Alors vous avez sûrement vu aussi parler de génération 3+. Génération 3+, c'est pareil que génération 3. C'est juste un argument commercial que je crois qui a été inventé au début par Westinghouse pour essayer de dire le mien il n'est pas pareil, il est 3+, et puis après tout le monde s'est mis dans 3+, donc 3 ou 3+, c'est le même combat. C'est des réacteurs avec la sûreté améliorée. On parle maintenant de la génération 4 de plus en plus. Bon, je ne vais pas développer, mais là c'est autre chose. Ce n'est pas une question de sûreté, mais c'est un autre besoin, c'est de traiter la fermeture du cycle, la gestion des matières et la non-prolifération. Voilà pour ce petit panorama au début des générations. Et donc je vais passer donc, à notre référence française, l'EPR. Qu'est-ce que l'EPR? Donc l'EPR, c'est un modèle, mais ça je vais me répéter, ils ont tous été développés donc, à partir des années 90. Et pour nous, Français, donc dans le cadre d'une coopération franco-allemande, et à cette époque, que ce soit pour les Français et pour les Allemands, on avait pratiquement fini de construire notre parc nucléaire. On savait qu'il allait se passer des années sans construire de nouveaux réacteurs, et il fallait concevoir, préparer l'après. Et puis comme tout ça, ça coûte cher, on s'était mis ensemble pour le faire. Donc c'était de développer le standard, à la fois pour la France et pour l'Allemagne, pour renouveler les 2 parcs de 3e génération. Et bien sûr, comme on le fait ensemble, on répond à la fois aux exigences des autorités de sûreté françaises et puis allemandes. On a choisi d'avoir une gamme de puissance forte. Alors pourquoi avoir une grosse puissance? Parce que ce soit en France ou en Allemagne, c'était pareil. On n'a pas beaucoup de place sur laquelle construire des réacteurs nucléaires. Et puis le climat étant ce qu'il était, le climat antinucléaire, je parle, c'est pas évident de trouver un autre site pour construire des réacteurs. Donc l'idée, c'est d'utiliser les sites existants et d'installer le maximum de puissance possible là où on peut construire des réacteurs, là où on a déjà les autorisations de le faire. D'où une grande puissance. Et puis aussi, c'est un enseignement qui a été tiré depuis le début de l'histoire du nucléaire. Quand on veut faire des économies, généralement, le plus simple, c'est de faire grossir la puissance. On reste sur un modèle avec à peu près les mêmes composants et on pousse la puissance au maximum pour tirer le maximum d'économies, pour produire le maximum d'énergie. Et donc, au niveau de l'EPR, on a misé dans sa conception sur une évolution, sur un concept dit évolutionnaire, c'est-à-dire en utilisant des solutions qui sont déjà éprouvées et en les améliorant. Ce n'est pas uniquement une volonté de Framatome EDF, enfin des constructeurs, mais c'était aussi une volonté des autorités de sûreté que le modèle qu'on conçoive repose le plus possible, tire le maximum bénéfice du retour d'expérience existant. Donc c'est comme ça qu'on a conçu l'EPR. Alors maintenant, regardons à quoi ça ressemble. Au niveau de la chaudière, donc l'ensemble où on produit l'énergie, on a un corps donc, plus gros, avec 241 assemblages, des assemblages de combustible qui sont classiques, comme ceux qu'on a sur le parc. Donc là, ils ont 14 pieds pour avoir suffisamment de puissance. La puissance thermique, elle va entre 4300 et 4590 suivant les modèles. Bon, on a 89 grappes pour absorber la réaction nucléaire, enfin pour arrêter le réacteur. La nouveauté, peut-être la seule grosse nouveauté qu'on a au niveau du corps, de la chaudière, c'est ce réflecteur lourd. Le réflecteur lourd, c'est une pièce qui sert à réfléchir les neutrons. Et donc,
à renvoyer des neutrons qui s'échappent du corps, à les renvoyer dans le corps de façon à pouvoir provoquer des nouvelles fissions et donc utiliser le combustible le mieux possible, avoir le plus de neutrons qui puissent donner lieu à des fissions, donc avoir une meilleure utilisation du combustible. Le deuxième avantage de ce réflecteur lourd, contrairement au Parc, là on a une pièce en acier massive, et cette pièce en acier, finalement, elle sert aussi d'écran entre la cuve et le corps. Donc elle va protéger la cuve des rayonnements des neutrons de haute énergie et des gammas de haute énergie. Et finalement, ce qui fait la durée de vie d'une installation nucléaire, c'est la durée de vie finalement de la cuve. Et la cuve, sa durée de vie, elle est impactée par le rayonnement. Par le rayonnement. Donc c'est le vieillissement, ce rayonnement de la cuve qui va impacter la durée de vie. Donc comme ça, grâce à ce dispositif, on diminue significativement l'impact neutronique du rayonnement sur la cuve. Typiquement, il faut voir que les calculs qui ont été faits, l'affluence cumulée, donc c'est le flux de neutrons de haute énergie et de gamma cumulés sur la cuve au bout de 60 ans, il est inférieur sur l'EPR au bout de 60 ans que sur un REP 900 au bout de 40 ans. Donc on va préserver notre cuve. On a un circuit primaire qui est classique, type Westinghouse, 4 boucles, donc ce qu'on a sur le Parc. Ce qui change, c'est qu'on a des composants qui sont plus gros. Alors ils sont plus gros parce qu'on a une puissance qui est plus grande, mais ils sont encore plus gros que ça. L'idée, c'est qu'on a augmenté la taille des composants au-delà de l'augmentation homothétique de puissance pour avoir plus d'eau à l'intérieur de notre circuit primaire et à l'intérieur de chacun des composants. Ce qui fait que si on a plus d'eau, tous les transitoires qui vont se dérouler seront plus lents. Avec une puissance donnée, on a un volume d'eau plus important par kilowatt produit. Et donc, on va avoir des transitoires plus lents et ça permet de mieux gérer la sûreté, ça donne plus de temps aux opérateurs pour gérer ce qui peut se passer. On a choisi aussi d'avoir moins de forgés, parce qu'on voulait avoir moins de soudure. Les soudures, c'est des points faibles potentiels, et les soudures aussi, c'est des éléments qu'il faut inspecter à chaque arrêt de tranche. Donc plus il y en a, plus la durée des inspections pendant les arrêts de tranche, elle prend du temps. Et le temps, c'est de l'argent. Chaque journée d'immobilisation d'un réacteur nucléaire, c'est 1 million d'euros. Donc on a intérêt à essayer de réduire les arrêts de tranche. Mais moins de soudure, ça veut dire aussi, comme on a un circuit primaire qui est ce qu'il est, ça veut dire avoir des forgés qui sont plus gros. Et là, on va atteindre les limites de ce qu'on sait faire ou ce qu'on ne sait pas faire. On a vu quelques exemples, malheureusement, au début avec l'EPR, sur les ségrégations carbone, des trucs comme ça. C'est lié à ces forgés de grosse taille. Alors, la sûreté, puisque c'est bien ça, un réacteur de 3e génération, c'est un réacteur plus sûr. Et la sûreté, c'est quelque chose d'extrêmement important. Même si ça n'a pas de prix, ça a un coût. Sur un EPR, c'est de l'ordre de 2/3 du coût. C'est-à-dire si on ne se préoccupait pas de la sûreté, si sur notre voiture on enlève l'airbag, des trucs comme ça, on pourrait faire un EPR presque 3 fois moins cher. Mais bon, c'est important la sûreté, donc on va le faire. Donc ce qu'on a fait sur l'EPR, c'est cette sûreté, les systèmes de sûreté sont essentiellement des systèmes dits actifs, c'est-à-dire qu'on utilise des pompes, des vannes motorisées, des choses comme ça. Donc on a besoin d'énergie, d'électricité pour faire tourner ces systèmes. Mais on va avoir une redondance qui est renforcée, généralement une redondance d'ordre 4 pour les systèmes les plus importants. Ça veut dire que pour accomplir une fonction, on a un système qui est dupliqué 4 fois et chacun ce qu'on appelle des trains de sûreté est capable d'assurer à lui seul 100% de la fonction de sûreté sur un EPR. On a une diversité qui va être aussi renforcée. La diversité, donc, c'est faire la même chose mais de façon différente, notamment par exemple pour arrêter le réacteur. On a les grappes de contrôle qui vont chuter dans le corps, mais en cas où les grappes, on aurait un problème pour les faire chuter en cas de séisme ou je ne sais pas quoi, on a aussi installé un deuxième système de borrification
rapide qui permet d'arrêter le réacteur à lui seul sans avoir recours aux grappes. On a amélioré aussi la séparation physique. Donc là, vous le voyez sur cette photo, hein, on a les différents bâtiments de sauvegarde qui sont séparés physiquement autour du bâtiment réacteur. Et la séparation physique, hein, c'est pour empêcher, effectivement, pour être sûr que ce qui arrive sur un train n'impacte pas celui d'à côté. Ce qu'on pense surtout, c'est le risque d'incendie et d'inondation. C'est les deux plus gros risques pour lesquels on essaye d'avoir la meilleure séparation physique entre les systèmes de sauvegarde. Et on a porté le délai de grâce à 30 minutes. Alors, le délai de grâce, je ne sais pas si ça parle beaucoup à tout le monde. Ce délai de grâce de 30 minutes, ça ne veut pas dire qu'on a 30 minutes pour réagir. Ça veut dire que pendant les 30 premières minutes, on n'a aucune action opérateur qui doit être réalisée. Pendant les 30 premières minutes, c'est soit des systèmes passifs, c'est soit l'inertie du système, quelques actions de contrôle-commande, mais l'opérateur, lui, il ne doit rien faire, si ce n'est commencer à préparer ce qu'il va faire après. Mais ça, c'est pour laisser du temps à l'opérateur et réagir correctement. Ça, c'est un des enseignements qu'on a tiré de TMI, où finalement on se rend compte que dans la salle de commande, quand les alarmes se déclenchent dans tous les sens, il y a beaucoup de panique et on a du mal à prendre les bonnes décisions rapidement. Donc voilà pour la sûreté. Je ne vais pas rentrer dans le détail des systèmes. Le volet supplémentaire, donc réacteur de troisième génération, on traite l'accident grave. Et donc l'accident grave, c'est l'accident de fusion du corps. On considère que cet accident, il peut arriver, et comme il peut arriver, il faut qu'il y ait une parade vis-à-vis de cet accident. Ce qu'on a choisi en France, donc, c'est de retenir le corium, ce qu'on appelle le corium, donc c'est le mélange entre le corps qui est fondu et toutes les structures internes, de le retenir à l'extérieur de la cuve et de le refroidir aussi à l'extérieur de la cuve. Alors pourquoi on fait ça? Parce qu'on est parti en France, on a une approche qui est dite déterministe. Déterministe, ça veut dire que si un événement peut se produire, en face, il faut qu'on mette une parade. Peu importe la probabilité avec laquelle cet événement peut arriver. Du moment que ça peut arriver, il faut le traiter. Et c'est ce qu'on fait pour la fusion du corps. La probabilité de fusion du corps, elle est de toute façon très faible. Mais si jamais ça arrive, alors... Bon, on l'a vu à TMI, hein, le corps il est resté dans la cuve. Il peut rester dans la cuve. Mais on ne sait pas le garantir par le calcul. Et donc si on ne sait pas le garantir, l'approche déterministe, elle dit le corium peut conduire au percement de la cuve. Et donc dans ce cas-là, il faut avoir une parade dans cette situation-là. Et c'est pour ça que nous, on a choisi donc, d'avoir un puits de cuve. Donc c'est l'espace en dessous de la cuve qui est sec, qui, au cas où on a une fusion du corps avec percement de la cuve, le corium va venir se retrouver dans ce puits de cuve. Dans ce puits de cuve, on a du béton sacrificiel qui va se mélanger avec le corium pour le fluidifier, le rendre plus fluide. Il va rester un moment au fond de ce puits de cuve. Au fond de ce puits de cuve, on a aussi ce qu'on appelle un bouchon fusible. C'est une pièce métallique qui bouche l'entrée dans ce canal qu'on voit ici. Et au bout d'un moment, ce bouchon fusible, il fond, mais il fond suffisamment longtemps, après que le corium se soit écoulé, de façon à ce qu'il ait eu le temps de bien se fluidifier et qu'il puisse, au moment où le bouchon fond, venir s'étaler le plus possible sur cette zone d'étalement. Et l'objet de la zone d'étalement, c'est d'étaler le corium le plus possible, puisqu'on va le refroidir par sa surface, donc d'avoir une surface la plus grande possible pour optimiser le refroidissement du corium. Et là encore, on a un système passif qui, lorsque le corium vient s'écouler dans la zone d'étalement, il va faire fondre en même temps un câble métallique qui ferme des vannes qui relie donc ce réservoir d'eau qu'on appelle l'IRWST à cette zone d'étalement. Comme le câble est fond, les vannes elles s'ouvrent et l'eau de l'IRWST va venir s'écouler au niveau de la zone d'étalement
d'abord par-dessous le plancher pour refroidir le plancher et maintenir son intégrité, et ensuite ça va venir recouvrir le corium pour le refroidir dans la durée. Quoi d'autre? Et donc quand on a un accident donc, de fusion du corps, l'oxydation des gaines de zirconium va produire beaucoup d'hydrogène, et pour éviter d'avoir un risque d'explosion d'hydrogène à l'intérieur de l'enceinte du bâtiment réacteur, on a des recombineurs à hydrogène donc, qui servent à recombiner passivement l'hydrogène avec les molécules d'oxygène pour faire de l'eau, hein, ou avec le carbone, le CO, le monoxyde de carbone pour faire du CO2, et éviter tout risque d'explosion à l'intérieur de l'enceinte. Vis-à-vis des agressions externes, l'EPR, ça je pense que tout le monde le sait, est muni de ce qu'on appelle une coque avion. Donc une coque avion, c'est une deuxième enceinte qui vient se rajouter par-dessus l'enceinte existante. Hein. Donc c'est un bâtiment de protection qui va couvrir à la fois le bâtiment réacteur, donc le dôme du bâtiment réacteur, et le bâtiment combustible ici, et deux des bâtiments de sauvegarde ici et là. Alors pourquoi que deux des bâtiments de sauvegarde? Parce que les deux autres bâtiments de sauvegarde sont protégés par ce qu'on appelle la séparation physique. Puisqu'on a une redondance d'ordre 4 sur l'EPR, qu'il faut un seul train pour remplir la totalité de la fonction. En cas d'agression externe, on pense à la chute d'avion. Si un avion vient chuter d'un côté sur un des bâtiments de sauvegarde, celui qui est de l'autre côté du bâtiment réacteur est protégé par le bâtiment réacteur. Même si le retour d'expérience existant montre que quand il y a un avion qui tombe, 20 minutes après, il y en a un deuxième. Mais c'est comme ça. Donc, bon, voilà, hein, vous voyez, c'est très rapide comme présentation. Pour dresser un bilan, j'ai appelé ça bilan, mais c'est peut-être pas vraiment le mot, mais ce qu'on peut dire de l'EPR aujourd'hui, c'est qu'on en a trois unités qui sont en production. Une en Finlande, ça fait pas très longtemps, mais ça y est, on est arrivé. Deux en Chine. On en a une qui est en cours de commissioning, donc qui devrait bientôt démarrer en France. Et puis en construction, pardon? On espère tous, oui. Et en construction au Royaume-Uni. Et à côté de ça, on a des projets, donc en France, avec notamment donc, les EPR2 qui ont été annoncés par le président, et puis aux États-Unis par la duplication donc, d'Hinkley Point à Sizewell. Et à côté de ça, on a quelques prospects. Donc, bon, République tchèque, ce serait plutôt avec une version de plus basse puissance, un EPR 1200, c'est ce qui est proposé. Et puis en Inde, on y croit toujours, depuis le temps, mais ça finira peut-être par arriver. Donc voilà à peu près le panorama de l'EPR, notre référence française. Et à côté de ça, on a des modèles qui aujourd'hui, sur les appels d'offres ouverts, qui sont en concurrence avec l'EPR. Et le premier d'entre eux, donc, c'est l'AP1000. L'AP1000, c'est le modèle de Westinghouse. Et ce qu'on peut dire, l'AP1000, c'est le modèle innovant de troisième génération. Lui-même, toujours pareil, hein, développé après TMI, dans le cadre d'un programme américain qui s'appelle Advanced Light Water Reactor, donc la LWR, le double objectif était d'une part de réduire la dépendance à l'opérateur, puisqu'on avait vu à TMI que c'est quand même une succession d'erreurs humaines, et aussi de réduire les coûts d'investissement. Comme je disais tout à l'heure, à TMI, ils ont perdu leur investissement au bout d'un mois et demi, et bien sûr, ils n'en sont pas remis. Donc, pour pouvoir rendre le nucléaire à nouveau attractif, il fallait réduire les coûts d'investissement. Donc j'ai mis un petit smiley vert pour la dépendance à l'opérateur, parce que ça, on y arrive bien. Malheureusement, réduire les coûts d'investissement, quand on veut augmenter la sûreté et baisser les coûts, c'est deux choses qui ne vont pas vraiment ensemble. Je l'ai mis ici pour la P1000, mais c'est vrai pour tous les modèles. Hein. Franchement, on augmente la sûreté, on n'arrive pas à baisser les coûts. Hein. C'est comme ça. La gamme de puissance qui a été choisie par Westinghouse, c'est la moyenne puissance, autour de 1100 MW.
Alors même l'AP1000, au départ, Westinghouse avait développé un AP600, donc 600 MW électriques. Mais là, à 600 MW, ils se sont vite rendus compte que économiquement, ça ne tenait pas la route, ce n'était pas rentable. Donc ils ont fait rentrer un réacteur de 1000 MW au forceps dans une architecture initialement prévue pour un 600 MW. Pratiquement sans modifier aucune des dimensions radiales. Et Westing a misé énormément donc, sur l'innovation, et puis comme c'est des très bons communicants, ils ont dit on innove, mais avec des solutions déjà éprouvées. Bon. Alors c'est vrai, il y a des solutions éprouvées, hein. Quand on regarde la chaudière, c'est un cœur classique, 157 assemblages, juste un peu plus grand, passer à 14 pieds pour pouvoir produire plus de puissance, une puissance de 3400 MW, 69 grappes. Le circuit primaire, bon, ce n'est pas forcément ce qu'on a l'habitude de voir en France, mais c'est un modèle qui existe, c'est un modèle typique de combustion engineering. Donc c'est un circuit primaire à deux boucles, donc avec deux gros générateurs de vapeur, deux branches chaudes. Mais les pompes 2, on ne sait pas faire assez puissantes, donc il y a 4 pompes, et donc 4 branches froides. La nouveauté, c'est que Westinghouse utilise des pompes dites à rotor noyé. Donc des pompes à rotor noyé, c'est-à-dire que le moteur, la partie moteur de la pompe est dans le circuit primaire. Ça évite d'avoir à gérer tout le système de joints et le risque de fuite associé. Mais la contrepartie, c'est que le moteur il est dans le circuit primaire. Alors ça, c'est présenté par Westing, c'est une solution éprouvée, puisqu'effectivement, les pompes à rotor noyé, ça existe. Mais des pompes à rotor noyé de cette puissance-là, 5,4 MW, ça n'existe pas. Ça n'existait pas avant la P1000. Donc c'était un gros défi quand même. Et l'autre nouveauté, c'est que ces pompes, vous voyez, elles sont fixées directement sous le GV en position inversée. Il n'y a pas de branche en U, comme on a sur nos circuits à nous, sur nos circuits primaires, pour relier la pompe au GV. Donc là aussi, c'est un autre défi, puisque les vibrations de la pompe sont transmises directement sur le GV. Et la position inversée de la pompe risque aussi de ne pas faciliter la maintenance, puisque ce qu'on va maintenir sur une pompe, essentiellement, c'est le moteur. Et là, comme le moteur est tout en bas, tous les dépôts radioactifs vont venir se déposer petit à petit sur le moteur. Donc plus la maintenance va être reportée dans le temps, plus elle se fera dans un milieu dosant. Côté sûreté, là c'est la grosse innovation de la P1000, c'est que toute la démonstration de sûreté pour la P1000, elle est basée que sur des systèmes passifs. Et ces systèmes passifs, ils procurent à la P1000 une autonomie de 72 heures, 3 jours, sans aucune intervention opérateur. Donc ça, c'est un... Alors après, on n'y croit pas, ça avait été fait au départ pour un 600 MW, je vous le rappelle. Donc là, on est passé à 1000 MW. Ça rend les choses plus compliquées, ça rend les systèmes un peu plus compliqués. Mais n'empêche qu'ils ont réussi, par le biais de ces systèmes passifs, à fournir une autonomie de 72 heures sans intervention opérateur. Ces systèmes passifs, ils se divisent en deux systèmes. Un premier sous-système qui sert à évacuer la puissance du corps et à l'évacuer vers l'intérieur de l'enceinte, en fait. Et ensuite, un deuxième système de refroidissement de l'enceinte, qui est représenté ici, qui va évacuer la chaleur rejetée dans l'enceinte vers l'extérieur. Et quel que soit l'accident envisagé, on peut tout traiter de façon passive grâce à ces systèmes. Alors ça, d'un point de vue de sûreté, c'est très bien. Le problème, c'est que dans la séquence passive, on arrive toujours à la fin, quel que soit l'accident, à être obligé de créer une grosse brèche sur le circuit primaire pour déverser tout le fluide primaire à l'intérieur de l'enceinte, et ensuite on compte sur le système d'évacuation de la chaleur de l'enceinte pour évacuer la puissance qui est dans l'enceinte vers l'extérieur. Mais quand on déroule tout le schéma passif du début à la fin, quel que soit l'initiateur,
on va vers ce qu'on appelle un gros LOCA, un gros APRP, pour venir. Et donc ça veut dire qu'on va avoir un impact significatif sur notre investissement. Donc, à côté de ces systèmes passifs, qui sont suffisants pour faire la démonstration de sûreté, on a quand même des systèmes actifs sur lesquels l'opérateur va devoir compter et jouer pour empêcher les systèmes passifs de se déclencher et pour préserver leur investissement, justement. Donc, vis-à-vis de la NRC, les systèmes passifs, ça suffit. Vis-à-vis de l'exploitant, il y a intérêt que l'opérateur soit prompt à agir sur les systèmes passifs pour empêcher que les seuils passifs, les systèmes actifs, pardon, pour empêcher que les seuils passifs soient atteints et que toute la séquence passive ne se déroule, ce qui conduirait à contaminer toute l'enceinte. Pour l'accident grave, donc l'accident avec fusion du corps, ce que Westing a retenu, c'est la rétention du corium à l'intérieur de la cuve, un peu comme ATMI, et pour garantir, pour essayer de s'assurer de la faisabilité de retenir le corium, le corps fondu à l'intérieur de la cuve, ce qu'ils mettent, c'est un système de refroidissement de la cuve par l'extérieur. Donc ça marche bien, mais ça nécessite d'avoir ce qu'on appelle une approche probabiliste. Parce que dans une approche déterministe, on ne sait pas garantir à coup sûr qu'on n'aura pas de percement de la cuve. Mais la probabilité pour que ça arrive, elle est très faible. Donc ça passe vis-à-vis de la NRC avec une approche probabiliste, parce que la probabilité est faible. Ça ne passerait pas avec la S, qui veut une approche déterministe, que si ça peut arriver, il faut pouvoir le traiter. Parce que là, si on perce la cuve, vous voyez que le puits de cuve, il est en eau, et il y a du corium qui risque de venir en contact avec l'eau, et donc on a un risque d'explosion vapeur. Et explosion vapeur, ça veut dire aussi endommagement de l'enceinte. Et endommagement de l'enceinte, ça veut dire relâchement de produits de fission vers l'environnement. Mais la probabilité est très très faible, et donc c'est quelque chose qui passe quand on a une approche de sûreté probabiliste. Et côté agression externe, alors l'APMI, du fait de son système d'évacuation non passive de la puissance de la chaleur de l'enceinte, qui est évacuée par qui est réalisée grâce à cette enceinte, qui est une enceinte métallique qui sert à la fois d'enceinte et d'échangeur, finalement. Donc on a cette enceinte métallique qui sert d'enceinte de confinement, et autour on a un bâtiment qui lui est ouvert pour permettre une circulation d'air autour de l'enceinte, mais qui est un bâtiment de protection uniquement. Alors ce bâtiment de protection, là aussi, les niveaux de protection sont variés. Dans l'AP1000 tel qu'il est construit aux États-Unis, c'est des nouvelles structures en sandwich, en acier, béton, acier, qui sont censés résister à des chargements élevés. Ceux qu'ils ont construits en Chine, c'est du béton renforcé classique. Et avec une épaisseur donc, de 90 cm, ce n'est pas très épais. Donc ça ne peut pas dire que ceux qui sont faits en Chine, ils n'ont pas une grosse résistance par rapport à des agressions externes extrêmes. Hein. Pour marcher tous les jours, c'est pas de souci. Enfin, la dernière innovation qu'a apportée Westing, quand même, c'est sur l'utilisation intensive de la construction modulaire. Alors intensive, peut-être même trop intensive, hein, parce qu'il y a des modules qui sont extrêmes, hein, comme celui qu'on voit ici, qui est le module qui contient à la fois la cuve, les générateurs de vapeur, et qui fait pratiquement 1000 tonnes. Vous voyez, à 1000 tonnes à manipuler comme ça au bout d'une grue, c'est aussi un risque. Hein. Et puis c'est pas facile hein, à réaliser. Ils ont eu beaucoup de problèmes, puisque un module de cette taille, pour que les cotes soient respectées et qu'une fois qu'on l'a déplacé, les cotes soient toujours les bonnes, c'est pas garanti. Ça se déforme forcément. Mais quand même, hein, ils ont apporté ça et tout le monde maintenant vient vers la construction modulaire, alors à des niveaux de modularité plus ou moins, d'intégration de la modularité plus ou moins importants, mais c'est quand même quelque chose d'important et de nouveau que Westinghouse a apporté. Donc au bilan,
On avait 4 unités, 4 AP1000 qui étaient en construction aux États-Unis, 2 sur le site de Vogel, donc, dont on espère la mise en service prochaine. Vogel 3 a été raccordé au réseau il n'y a pas très longtemps. Donc la mise en service est prévue d'ici la fin de l'année, normalement, pour l'unité 3 et l'année prochaine pour l'unité T4. À Vichy-Saumur, c'est une autre histoire. La construction s'est arrêtée en 2017, puisque le nucléaire était plus compétitif, notamment vis-à-vis des gaz et des pétroles de schiste. Et donc, Vichy-Saumur a jeté l'éponge. Du moins, ils l'ont mis sous cocon. Peut-être qu'ils redémarreront un jour, mais pour l'instant, la construction est arrêtée. En Chine, donc, on a 4 unités qui ont été construites à Sanmen et Yang, qui sont en fonctionnement depuis 2018 et 2019. Donc, on démarrait à peu près en même temps que Taishan. Et il y a 4 unités supplémentaires qui ont été lancées l'année dernière, la construction de 4 unités supplémentaires qui a finalement été lancée en Chine. En Pologne aussi, on l'a appris à la fin de l'année dernière, donc avec les événements, les Polonais ont choisi donc la P1000 de Westinghouse pour leur futur parc nucléaire, enfin parc peut-être pas, mais pour leur première tranche, première centrale nucléaire en tout cas. Et Westing aussi est actif donc, en Ukraine, en République tchèque et en Inde tout le monde y est. Voilà. Donc voilà pour notre, on va dire, concurrent historique et principal concurrent, celui qu'on retrouve sur les appels d'offres. On est toujours en face de la P1000. Alors il y a un autre concurrent, c'est les VVER. Alors là, les VVER, c'est plusieurs modèles. Il y a des VVER 1000, 1200, 1300 maintenant. Et ces VVER, je dirais, c'est ceinture et bretelles, si on veut se rappeler. Alors pourquoi? Parce que ces VVER, pareil, leur développement, 3e génération, ça a été fait après Tchernobyl. Et là, ce qu'ils se sont rendus compte, à l'époque en ex-URSS, c'était qu'ils étaient très très loin des standards de sûreté occidentaux. Et donc le développement de ces nouvelles générations de VVER, l'objectif c'était de venir recoller aux standards de sûreté occidentaux. Pardon? C'est la Russie, oui, maintenant. Et donc la gamme de puissance, c'est moyenne. Et ces développements, en fait, ils ne les ont pas faits tout seuls dans leur coin, mais après ce qui s'est passé à Tchernobyl, il y a eu, vous en êtes tous bien conscients, vous connaissez sans doute même mieux que moi, un vaste élan international, justement, pour aider les Russes à progresser dans la sûreté. Et donc, ce n'est pas pour rien qu'on va retrouver des solutions qui existent à la fois sur l'EPR, des solutions que les Allemands avaient imaginées avec des systèmes passifs, etc. Donc, tout le monde a contribué à améliorer la sûreté de ces réacteurs et à proposer des solutions. Tout ça, ça s'est fait dans le cadre d'une compétition, finalement, interne en Russie entre 2 bureaux d'études, l'un à Moscou et l'autre à Saint-Pétersbourg, qui ont chacun développé un modèle de réacteur autour d'une chaudière commune qui était construite par Gidropress, je ne sais pas comment on dit. Et donc là, on a plusieurs modèles qui commencent aux 1000 MW, le 1100, la S2006, et puis le 1300, le VVER Toy, comme on l'appelle maintenant. Donc ça, c'est une évolution progressive et qui tend plutôt l'augmentation de puissance. Ça tend surtout à optimiser le modèle de façon économique. Quels que soient les modèles, donc on a là une géométrie tout à fait spécifique des VVER, ces modèles russes, donc qui sont avec un corps à pas triangulaire et des assemblages hexagonaux. Donc là, on en a 161 assemblages. Oui, on a une puissance donc de 3000 à 3300, suivant qu'on a un 1000 ou un 1300 MW. Au départ, on a un corps avec énormément de grappes, 121 grappes sur les 1200. Ça veut dire que tous les assemblages du corps sont grappés, à l'exception de la dernière couronne.
Et ça coûte cher, et on le voit bien, la tendance, c'est de réduire le nombre de grappes. Sur le dernier modèle, enfin sur la dernière évolution, le VVER Toy, il n'y en a plus que 89. L'autre particularité donc, des VVER, c'est la géométrie de leur circuit primaire, avec des GV horizontaux, et puis on a des boucles qui sont réparties sur 2 niveaux. Bon, ça aussi, c'est une approche historique, hein, parce que les VVER, au début, ils ont été faits pour être installés dans des régions un peu plus reculées, et les Russes devaient être capables d'amener l'ensemble des composants par les voies existantes, notamment par les voies ferrées. Et il fallait pouvoir passer sous les tunnels qui existaient. D'où la nécessité d'avoir des composants les plus compacts possibles. Donc, au niveau de la cuve, ça s'est traduit par un corps avec un pas triangulaire, ce qui permet d'avoir la géométrie la plus compacte. Et au niveau des GV horizontaux étaient plus compacts aussi que nos GV verticaux. Et surtout, ils en mettaient beaucoup. Les VVER 440, donc uniquement 440 MW, il y a 6 GV. Et comme il y a 6 GV sur un VVER 440, on ne peut pas mettre les 6 GV, raccorder les branches chaudes et froides des 6 GV sur une même virole, comme on le fait nous. Donc ils sont raccordés, les branches chaudes et les branches froides, sur 2 étages différents. Et ça, c'est resté ensuite, même maintenant qu'il y a plus de place, puisqu'il y a moins de GV, ils sont restés avec cette géométrie-là. Donc côté sûreté, c'est d'abord des systèmes de sauvegarde actifs, comme on a sur l'EPR, donc ça c'est la partie ceinture. Alors je ne vais pas détailler, mais ce qu'on voit c'est que effectivement sur les 1000 MW et puis le VVER 1200 à Saint-Pétersbourg, on a une architecture à 4 trains indépendants avec chaque train capable d'assurer 100% de fonction de sûreté. Et puis on voit que plus on se déplace vers des éléments récents, plus on va diminuer un peu la force de la ceinture, parce qu'on sait qu'on a aussi des bretelles, quoi. C'est les systèmes passifs. Et donc, pour optimiser l'économie du réacteur, on va faire des économies sur les systèmes passifs, donc passer sur le 1200 version Moscou à 2 trains, avec une redondance dans les trains. Mais 2 trains indépendants, ça veut dire qu'on a seulement 2 diesels qui vont alimenter chacune des divisions. Et puis sur le VVER Toy, c'est uniquement 2 trains, 2 fois 100%. Par contre, à côté de ces systèmes actifs, on a un backup passif, c'est les bretelles. Et là, c'est donc des systèmes passifs d'évacuation de la puissance résiduelle du corps via les GV, les générateurs de vapeur. Ça, c'est une conception qui a été imaginée par Siemens, et donc qui a été développée par Siemens et mise au point sur les VVER dans le cadre d'une collaboration entre les Russes et les Allemands. Donc, entre les conceptions de Saint-Pétersbourg et Moscou, ce qu'on voit, la différence, c'est que côté Saint-Pétersbourg, les échangeurs qui se retrouvent en haut de l'enceinte sont refroidis par de l'eau. Ça permet d'avoir un bon échange, mais après, la durée de l'échange est limitée à la période pendant laquelle on a de l'eau dans le réservoir. Côté Moscou, l'échange est réalisé, c'est des échangeurs qui sont refroidis par une circulation d'air. Donc là, côté autonomie, elle est indéfinie. Par contre, côté capacité d'échange, elle est plus limitée qu'avec de l'eau. Ce que je n'ai pas dit aussi, c'est que le modèle de Saint-Pétersbourg, il comporte aussi en plus un système passif d'évacuation de la chaleur de l'enceinte. Donc avec des condenseurs qui sont installés à l'intérieur de l'enceinte, sur lesquels la vapeur qui peut être générée dans l'enceinte va se condenser. Pour les accidents graves, là aussi, c'est une stratégie de refroidissement du corium à l'extérieur de la cuve. Alors, c'est un core catcher, un récupérateur de corium un peu différent de ce qu'on a sur l'EPR. Ça ressemble plus à une deuxième cuve placée sous la cuve. Une deuxième cuve qui va être équipée de tout un tas d'éléments sacrificiels et puis d'éléments qui vont favoriser le refroidissement du corium dans la cuve, et puis tout un tas de systèmes autour de la cuve pour refroidir cette deuxième cuve.
Vis-à-vis des agressions externes, c'est un modèle à double enceinte, un peu comme l'EPR donc. Alors cette double enceinte, elle est sur les 1000 et les 1200, elle est à géométrie variable, sachant que l'enceinte interne, elle fait 1,20 m d'épaisseur, et l'enceinte externe, elle fait entre 60 cm et 2,80 m d'épaisseur, et 1,80 m d'épaisseur, selon la demande du client, en fait. Bon, sur le dernier modèle, le VVER Toy, là, les choses ont été rationalisées, et l'enceinte externe, elle fait toujours 1,50 m. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'au niveau de la construction, de plus en plus, ils utilisent de la construction modulaire. On voit quand on passe du 1000 au 1200 au VVER Toy de 1300, là, il y a de plus en plus l'usage de techniques de construction modulaire. Mais ça, tout le monde y vient de plus en plus. Au bilan, actuellement, il y a 4 unités qui sont en service donc, en Russie. 4 VVER 1200, plus 2 en construction, 2 VVER Toy. En Chine, on a 4 unités en service, ce sont des VVER 1000, plus 4 en construction qui sont des 1200. En Inde, on en a 2 aussi qui sont en fonctionnement, des VVER 1000, plus 4 autres en construction, toujours les mêmes, des 1000. Au Bangladesh, il y en a 2 en construction. En Turquie, vous avez 4 unités en construction. En Égypte, on en a 2 en construction, plus d'autres qui devraient suivre. Et des prospects en Russie, en Égypte, en Iran, Bangladesh, Hongrie, Finlande, non, il n'y en a plus, et République tchèque. Donc vous voyez quand même, c'est le réacteur qui est actuellement le plus construit, le réacteur de 3e génération qui est le plus construit actuellement. Donc ça, c'était le deuxième. Passons à nos amis les Chinois. Le contexte du développement des 3e générations chinois est un peu différent. C'est plutôt articulé autour de Fukushima. Avant Fukushima, les Chinois construisaient des réactions de 2e génération, des réacteurs de 2e génération, qui s'appellent les CPR 1000+, qui étaient issus des 900 français, dont ils maîtrisaient parfaitement la construction et qui sortaient à un rythme régulier des usines de CGN et qui se mettaient en place de façon... ça arrivait sur le réseau pratiquement comme avec un métronome. Il y avait quand même quelques modèles de 3e génération qui étaient en développement chez CNNC et CGN, mais c'était dans les cartons, et puis comme la génération 2 marchait bien, personne ne poussait trop. Et il y avait quand même, au niveau de la 3e génération, il y avait eu l'AP1000 qui avait été sélectionné comme le modèle de officiel de 3e génération. Et puis on avait eu un lot de consolation avec les EPR de Taishan, puisqu'on était en compétition avec Westinghouse à cette époque. Mais après Fukushima, ça a changé la donne, puisque les constructeurs chinois ont vu qu'ils ne pourraient plus construire des réacteurs de 2e génération. Au moins, l'autorité de sûreté chinoise a arrêté d'accorder des autorisations pour les réacteurs de 2e génération. Les constructeurs chinois n'avaient pas envie de laisser la place à Westinghouse ni à nous. Donc ils ont ressorti de leur carton leur modèle de 3e génération, donc ce qui s'appelait l'ACP1000 pour CNNC et l'ACPR1000 pour CGN. Et puis très vite on leur a demandé, bon c'est bien, vous avez chacun un modèle, mais ce serait bien de converger pour proposer un modèle commun. C'est ce qu'on a appelé le Hualong One chinois, qu'on appelle aussi HPR1000. Mais en fait, si on y regarde de près, on continue effectivement d'avoir toujours 2 modèles qui partagent une chaudière commune, quelques éléments communs, mais qui restent quand même assez différents entre le modèle proposé par CNNC et celui proposé par CGN. Donc la chaudière, c'est ce qui est commun. Donc là, on a un corps à 177 assemblages. Donc ils ont rajouté une vingtaine d'assemblages pour justement faire baisser la puissance linéique des assemblages, donc avoir moins de puissance par unité de longueur d'un assemblage. La puissance, on reste dans les 1000 MW. Et on a un circuit primaire qui est classique, un 3 boucles Westing, comme nos 900 en France.
Côté de la sûreté, là c'est un peu le même modèle que les Russes. On va avoir d'une part des systèmes actifs et d'autre part des systèmes passifs. Et les systèmes actifs, bien, si on regarde d'un peu plus près, on voit que côté CGN, on a une architecture avec 3 trains de sûreté indépendants, avec chaque train capable d'assurer 100% de la fonction de sûreté. C'est exactement ce qu'on avait imaginé pour Atmea 1, par exemple. Et côté CNNC, on est resté au niveau des systèmes actifs à ce qu'on connaît aujourd'hui sur le parc français, sur les 900 et 1300, c'est-à-dire on a 2 trains et puis un barillet qui est distribué dans chacune des boucles. Mais à côté de ces systèmes actifs, donc, on a un backup de systèmes passifs et qui sont les mêmes que ce qu'on retrouve sur les VVER russes, donc refroidissement du corps par les GV. Donc ça, les 2 modèles CNNC et CGN ont ce système passif. Et celui de CNNC, il a en plus donc le refroidissement de l'enceinte, aussi un système passif de refroidissement de l'enceinte, qui est aussi issu donc des VVER. Et pour les accidents graves, ils sont partis sur la même philosophie que la P1000, avec rétention du corium à l'intérieur de la cuve, avec refroidissement de la cuve par un système de refroidissement externe de la cuve. Ils ont, comme sur la P1000, ajouté un réservoir à l'intérieur de l'enceinte, suffisamment élevé pour pouvoir justement alimenter, aller refroidir la cuve de façon gravitaire. Et puis pour la protection contre les agressions externes, c'est une double enceinte du type EPR. C'est même tellement du type EPR que sur la double enceinte de CNNC, elle a exactement les dimensions de l'enceinte de l'EPR. Quand on regarde le bilan de ces Hualong, actuellement on en a 3 qui sont maintenant en fonctionnement. 2 à Fuchin qui ont été construits par CNNC, de conception CNNC, et un à Fangzhengang, de conception CGN. Et puis on a 10 unités supplémentaires qui sont déjà en cours de construction, plus d'autres unités encore qui sont dans le pipeline d'autorisation qui devrait être bientôt autorisé. Donc maintenant, ces Hualong sont en train de se dupliquer largement en Chine. Le modèle de CNNC a été construit aussi au Pakistan et il fonctionne. Et pour ce qui est des prospects, bon, le marché des Hualong One, c'est essentiellement la Chine. Un peu encore le Pakistan pour le modèle de CNNC, et peut-être aussi l'Argentine où ils ont des prospects, mais finalement ils ont un marché interne qui est tellement conséquent qu'ils ne regardent pas tellement à l'extérieur. Ils l'ont fait dans un premier temps pour se donner... ce qui les intéressait d'en construire à l'export, c'est plus pour se donner une crédibilité que pour faire des affaires. Côté chinois en tout cas. Voilà. Et dans ce panorama donc, des réacteurs de 3e génération, on en trouve un dernier qui est le réacteur coréen. Et ça, bon, c'est un peu caricatural, mais je dirais que c'est le modèle d'entrée de gamme, en fait. C'est celui qui est pas cher comparé aux autres. Hein. Donc, toujours pareil, hein, ça a été lancé dans les années 90. Et là, c'était de développer donc, le successeur du standard coréen, qui était de 2e génération. Et c'est une adaptation donc, d'un modèle de combustion engineering qui est le CE80+. Alors, ce CE80+, c'est un modèle de combustion engineering qui n'a jamais été construit, mais qui avait été développé également dans le cadre du programme ALWR, le même programme où a été développé la P1000. Il y avait un volet sur les réacteurs avec des sûretés actives. La gamme de puissance, donc c'est de la grosse puissance, 1400 MW, et là c'est essentiellement aussi, alors d'une part pour réduire les coûts, et puis pour accélérer la cadence, c'était au départ aussi pour accélérer la cadence de production d'énergie, enfin d'électricité qu'on pouvait produire à partir du nucléaire, quoi. Donc plutôt que d'installer 1000 MW à chaque fois, on installait 1400, ça permettait d'accélérer. Même si après le programme coréen s'est retrouvé un peu arrêté.
Et comme sur l'EPR, donc l'objectif c'était aussi de plus partir sur des évolutions à partir de modèles déjà éprouvés. Donc quand on regarde la partie chaudière, on a un corps qui fait donc déjà un gros corps avec 241 assemblages de combustible. Donc là, c'est des assemblages de 16-16, un peu différents de ce qu'on trouve chez nous, 93 grappes. Et au niveau du circuit primaire, c'est vraiment le circuit typique de combustion engineering, avec donc les deux énormes GV. Donc là, imaginez, hein, c'est 4000 MW thermiques, donc c'est deux GV qui font chacun 2000 MW thermiques, c'est énorme. Et donc 4 branches froides, avec des pompes, cette fois-ci des pompes classiques, et qui sont reliées au GV par des branches en U. On a encore un héritage de la deuxième génération, ce qu'on voit au fond de la cuve, au bas de la cuve, il reste des pénétrations pour l'instrumentation et le corps, donc des pénétrations de fond de cuve. Ça aussi, je ne l'ai pas mentionné, mais c'est vraiment quelque chose, une disposition que tous les autres ont supprimée, justement pour éviter d'avoir au fond de la cuve des éléments fragiles qui pourraient conduire à une vidange de la cuve. Donc ça reste quand même sur les APR 1400 coréens. Au niveau de la sûreté, c'est des systèmes de sauvegarde essentiellement actifs, avec une architecture à 4 trains à 50%, ça veut dire qu'il faut toujours 2 trains qui soient en fonctionnement pour assurer 100% de la fonction de sûreté. Et ces 4 trains sont alimentés par uniquement 2 divisions électriques. Donc ça, c'est aussi un autre point faible, ça coûte moins cher, mais c'est quand même moins robuste d'un point de vue sûreté. Il y a quand même une petite innovation, c'est ces accumulateurs dits avancés. Donc c'est des accumulateurs qui ont à l'intérieur une géométrie particulière qui permet justement d'avoir 2 régimes d'injection, un régime où on injecte à un grand débit au début et un deuxième régime où on va injecter à un plus petit débit, ce qui fait que finalement ces accumulateurs vont pouvoir injecter de l'eau pendant une plus longue période, ce qui permet de se passer des pompes d'injection de basse pression. Au niveau des accidents graves, donc comme sur l'apémine, ils comptent sur la rétention du corium à l'intérieur de la cuve. Alors déjà sur l'apémine, c'est quelque chose qui est questionnable, compte tenu de la puissance qu'on a, mais là avec un corps de 4000 MW, ça paraît très très difficile à justifier qu'on soit capable de retenir le corium à l'intérieur d'une cuve. Ils ont quand même une zone d'étalement, donc comme quoi ils s'attendent aussi à ce qu'il y ait des possibilités que le corium... mais c'est uniquement une zone d'étalement et ce n'est pas un récupérateur de corium. Il n'y a pas de disposition pour aller refroidir le corium dans cette zone d'étalement ou protéger cette zone d'étalement en la refroidissant comme on le fait sur l'EPR. Qui plus est, comme au départ... La première étape, c'est rétention du corium dans la cuve, c'est-à-dire qu'on a de l'eau autour de la cuve, et là encore, si jamais la cuve vient à se percer, le risque d'avoir une explosion vapeur. Protection contre les agressions externes, ce n'est pas étudié sur un réacteur coréen. En Corée, les avions n'ont pas le droit de survoler les centrales, et puis voilà, c'est tout. Donc, non, mais voilà, c'est pas... Le risque n'est pas pris en compte parce que le risque est supprimé d'une autre façon. Il n'y a pas d'avions qui viennent au niveau des centrales. Donc on a une enceinte assez classique, donc qui fait 1,20 m d'épaisseur avec un liner métallique. Au niveau du bilan donc, de ces APR 1400, on en a actuellement 3 qui fonctionnent en Corée, 3 autres qui sont en cours de construction, et 2 unités supplémentaires qui sont aussi planifiées, donc qui devraient finalement se faire, mais bon, ça dépend un peu des gouvernements coréens, c'est assez mouvant en ce moment. Ils ont bien sûr, on en a beaucoup parlé des Coréens, puisqu'ils ont remporté le contrat aux Émirats Arabes Unis, et donc 4 unités qui sont... Enfin, un contrat pour 4 unités, il y en a déjà 3 qui sont en cours de fonctionnement, et la dernière devrait rentrer en fonctionnement cette année, même d'ici le milieu de l'année, très bientôt. Donc ils essayent aussi de se placer en Inde,
En République tchèque, c'est un peu comme nous, avec un modèle de plus faible puissance, donc qui est dérivé de la PR1400, qui est la PR1000. Et puis en Inde, oui. Voilà, donc actuellement, quand on regarde ce qui se passe sur les appels d'offres, quand il y a des appels d'offres et puis que chacun vient proposer son modèle, c'est grosso modo les 4 modèles qu'on retrouve. Et il y en avait beaucoup plus que ça à une époque qui était en développement. C'est pour ça que j'ai dit et les autres. Il y a ceux qui ont disparu. C'est le cas de l'ESBWR de General Electric, donc qui était un gros réacteur bouillant de 1600 MW, entièrement passif. C'est le cas de l'APWR de Mitsubishi, qui était aussi un réacteur d'une forte puissance, pratiquement aussi puissant que l'EPR. Et puis les Canadiens avaient aussi un modèle de Candu dans leur carton de 3e génération. Mais là c'est pareil, je pense que ça ne verra jamais le jour. Il y a un zombie, le mort-vivant, hein. C'est la BWR de GE, Hitachi et Toshiba. Donc il y en a qui ont fonctionné, des ABWR, qui étaient en fonctionnement au Japon, avant Fukushima. Et depuis, il y en a toujours qui sont en cours de construction, mais pour l'instant qui n'ont pas des autorisations pour redémarrer. Pour l'instant au Japon, aucun réacteur bouillant n'a eu d'autorisation pour redémarrer. Et bon, c'est très difficile de savoir ce qui va se passer, ce qui va en être. On a aussi ce modèle chinois, là, qui est le CAP 1400, alors parce que les Chinois ont développé, donc ont construit des AP1000 en Chine. D'ailleurs, je vous ai dit qu'il y en avait d'autres AP1000 en Chine qui étaient prévus. En fait, ce n'est pas tout à fait des AP1000, c'est des CAP 1000, Chinese AP1000, en fait, hein, parce qu'ils les ont sinisés depuis. Et le CAP 1400, c'est que Westing, quand il a vendu la licence de l'AP1000 en Chine, pour qu'ils puissent construire des réacteurs uniquement en Chine, mais sans autorisation d'exporter le modèle. Et dans les clauses du contrat de Westing, l'exportation était autorisée pour ainsi développer un modèle supérieur à, justement, c'était 1390 MW, d'où le 1400. Donc ça, c'est un modèle qu'ils ont développé avec l'ambition de l'exporter. Et je disais l'Arlésienne parce qu'on ne sait pas trop, on entend des choses contradictoires sur ce modèle. On en a entendu parler jusqu'à peu près en 2014, où le début des travaux s'est très bien passé, avait l'air d'avancer correctement. En 2014, vous voyez, ils avaient posé tout le ferraillage pour être prêts à couler le premier béton. Et ce premier béton, on n'en a jamais entendu parler. Il n'y a eu jamais aucune annonce officielle comme quoi le premier béton aurait été coulé. Alors que généralement, c'est quand même la première chose dont les gens se gargarisent dès qu'ils ont pu couler le premier béton. C'est quand même un jalon important et ça fait la une de la presse. Là, ça ne l'a jamais fait. Alors on entend parfois dire qu'il serait en cours de construction, qu'il serait presque prêt à démarrer, mais jamais par voie officielle. On ne trouve aucune information sur aucun site, donc c'est un peu difficile de savoir où il en est, et c'est étonnant de voir tout le secret qu'il y a autour. Où est-ce qu'il est construit? En Chine, alors je sais. C'est pas un truc militaire par hasard? Non, c'est le même site là où il y a le HTR chinois qui est en cours de construction. Mais non, il ne communique plus depuis 2014. Alors effectivement, il y a quand même des gros verrous technologiques, hein, notamment sur les pompes primaires. Ce sont les mêmes des pompes à rotor noyé comme sur la P1000, mais cette fois-ci encore avec une puissance encore plus élevée. Et aussi, ils doivent développer une pompe à 50 Hz. Ce que les Chinois font aussi pour le CAP 1000. Alors, quelques tendances actuellement.
juste pour élargir, alors là, pour nous, hein, on a notre gamme EPR, on va dire. On a l'EPR dont on a parlé. Et puis vous avez tous entendu parler donc, de l'EPR2 et peut-être aussi de l'EPR 1200. Donc l'EPR2, c'est ni plus ni moins que l'EPR, mais sur lequel on a essayé de faire des économies au maximum sans rogner sur la sûreté. Donc c'est essayer d'avoir la même garantie de sûreté que l'EPR, mais essayer aussi d'imaginer le modèle de façon plus intelligente pour réduire les coûts. Donc pour réduire les coûts, on voit ici sur l'image, on voit qu'il y en a deux en fait, c'est-à-dire que les EPR2, ils seront toujours construits par paire, de façon à optimiser les coûts de construction. Si on regarde actuellement ce qui s'est passé sur les réacteurs de troisième génération, où tout le monde a eu quand même des difficultés, où les coûts ont été toujours plus élevés que prévu, ce n'est pas tellement lié à la conception des modèles, mais plus à la capacité de fabriquer et de construire bien du premier coup. C'est parce que les chantiers ont dérivé, parce que c'est ça qui fait augmenter les coûts de façon très très significative. Donc d'en construire deux à la fois, on mutualise le risque et ça permet normalement de faire baisser aussi les coûts. On va mobiliser par exemple des grosses grues une seule fois pour les deux, ou des choses comme ça. Hein. Ce qu'on a changé aussi donc sur l'EPR2, on va passer à des systèmes de sauvegarde à 3 trains. Et plus 4 trains, 3 trains indépendants avec 3 fois 100%, sachant que le 4e train de l'EPR n'était pas tellement pour des raisons de sûreté, c'était pour pouvoir faire de la maintenance en ligne. C'est-à-dire qu'on pouvait faire de la maintenance sur un train, et il en restait plus que 3, et on remplissait tous les critères de sûreté qu'il fallait. Donc ça permettait de faire de la maintenance en fonctionnement. Finalement, ce n'est pas une disposition qui est très utilisée par EDF, et donc le coût que ça coûte pour le gain que ça peut apporter a conduit donc à s'en séparer. Donc on restera sur 3 trains sur l'EPR, 2. Et puis au niveau de l'enceinte de confinement, on va passer d'une double enceinte sur l'EPR à une simple enceinte sur EPR2. Une simple enceinte uniquement sur la partie du dôme, c'est-à-dire que la partie basse, ici, on aura toujours un double mur, notamment au niveau des pénétrations, ce qui permet justement, parce que une des fonctions de cette double enceinte, c'est aussi on crée un espace entre les deux enceintes qui est toujours en dépression par rapport à la pression externe et par rapport à la pression dans l'enceinte, ce qui permet que si on a une fuite sur une quelconque des enceintes, on peut récupérer cette fuite, la traiter, le faire passer par les filtres et puis renvoyer dans les systèmes. Donc là, c'est pareil, tous les murs où on a des traversées d'enceinte, on aura une double enceinte. Mais ce n'est pas une enceinte de protection, ce sera une double enceinte justement pour traiter ces fuites. Mais le dôme lui-même sera sur une simple enceinte. Donc c'est réalisable, mais c'est des options différentes, quoi. Et l'EPR 1200, finalement, il va être issu à la fois de l'EPR et d'EPR2, c'est-à-dire qu'on va reprendre les mêmes composants, mais passer à 3 boucles pour faire baisser la puissance à 1200 MW. Les Coréens, ils font un peu pareil. À partir de leur APR 1400, que je vous ai présenté, ils avaient développé, là je l'ai mis en grisé parce que un EU APR 1400 pour le marché européen, notamment c'était pour répondre à l'appel d'offres en Finlande, à l'époque qu'ils l'avaient développé, parce qu'ils voyaient bien que leur modèle 1400, leur modèle initial ne répondait pas aux exigences des autorités de sûreté européennes. Donc ils avaient développé ce EU APR 1400 qui, on voit, ressemblait beaucoup à l'EPR avec une double enceinte, 4 trains indépendants, 4 fois 100%, etc. Un récupérateur de corium aussi, qu'ils avaient rajouté. Ils avaient un développement qui s'appelait l'APR+,
aussi, qui était un développement dans lequel ils intégraient des systèmes passifs, justement. Et finalement, cet APR1000, c'est un peu la synthèse des deux. On va intégrer des systèmes passifs, on voit qu'on garde une double enceinte, on a des systèmes actifs de sauvegarde avec une redondance qui est accrue. Et donc ça va être un concurrent donc, de l'EPR 1200. Mais pour l'instant, comme l'EPR 1200 aussi, ça reste un réacteur papier sur lequel on n'a pas encore beaucoup d'éléments. Un nouveau modèle aussi qui est apparu dans le panorama, c'est le modèle de Mitsubishi qu'ils appellent le SRZ 1200. Donc c'est un modèle de 1200 MW. Et quand on le regarde d'un peu près, on y retrouve pas mal de choses qui ont été développées au moment d'Atmea, donc entre Framatome et Mitsubishi justement. Notamment, on voit le récupérateur de corium. Bon, il y a une double enceinte, Atmea n'avait pas, mais là il y a une double enceinte visiblement. Et il y a quelques innovations qui semblent être proposées, mais pour l'instant on a très peu d'éléments sur ce modèle. Côté Russie et côté États-Unis, donc Westinghouse, là c'est le statu quo. Westinghouse reste sur la P1000, et puis les Russes sur le VVER TOI, qui semble être la dernière évolution du VVER. Et ils n'ont pas, contrairement à nous ni aux Coréens, il n'y a pas de gamme de réacteurs proposés. Donc voilà pour les réacteurs de troisième génération. Et bien sûr, à côté de tout ça, il y a des SMR partout. Mais là, je ne vais pas développer. Mais tout le monde y va de son petit SMR, ou de ses petits, même, parce qu'il y en a tellement. Voilà, et une petite conclusion, alors très courte pour finir. Finalement, si on regarde ce qui se passe dans le panorama international, on se rend compte que l'EPR, il est réellement en concurrence avec deux modèles qui sont l'AP1000 et l'APR 1400. Du moins, c'est les seuls modèles qu'on retrouve aussi sur les appels d'offres dits ouverts, où vraiment il y a un appel d'offres et puis chacun présente sa copie. Les VVER et les OA longues, eux, ils se retrouvent plus généralement sur des marchés dits de gré à gré, surtout les VVER. Le VVER, c'est un outil de géostratégie pour la Russie. Généralement, c'est pour ça aussi qu'on en a vu beaucoup implantés partout, mais ils implantent des VVER dans les territoires où ils veulent s'implanter. Et ils n'arrivent pas qu'avec le réacteur, mais ils arrivent avec le financement aussi. C'est-à-dire qu'ils amènent le réacteur, ils financent la construction et ils se payent ensuite sur l'électricité qui est générée. Donc ce n'est pas pour rien que c'est le modèle qu'on retrouve le plus à l'export, ce VVER. Quand même, un gros avantage qu'ils ont sur les autres, quoique les Coréens, c'est vrai aussi, c'est que ce soit les Russes, les Chinois et les Coréens, ils ont un tissu industriel nucléaire qui est pleinement opérationnel et qui fonctionne. Donc, ce qui explique aussi les délais de fabrication, de construction, qui sont quand même maintenant sensiblement plus courts qu'ailleurs. Ce qu'on ne connaît pas exactement, c'est le niveau des exigences de sûreté quand même. Donc on ne sait pas dire exactement si on présentait un VVER à la S française, ce qu'elle dirait. On sait dire des choses compte tenu des informations qu'on a, du niveau d'information qu'on a, mais on n'a pas le niveau suffisamment détaillé. Et puis surtout, quelle est leur capacité à réaliser avec la qualité requise. Ça, c'est encore une autre histoire. Mais globalement, on a tous ces modèles de troisième génération qui présentent des qualités qui sont à peu près quand même équivalentes et des gages de sûreté qui sont à peu près équivalents. Et ce qu'on peut voir, c'est que, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai vu, j'ai l'impression de voir, c'est quand on regarde sur les marchés et les appels d'offres, c'est pas la technique du réacteur qui fait la différence. Généralement, c'est surtout une décision politique, il y a plein d'autres choses.
Mais ce n'est pas la technologie qu'il y a derrière un modèle qui guide en premier lieu le choix pour un modèle ou pour un autre. Voilà, je crois que c'est tout ce que je voulais vous dire. Alors, si vous avez des questions. Merci Jean-Luc, merci. Moi, j'ai trouvé très intéressant le petit résumé, là, c'est 100% modèle, 100% chinois, ceinture et bretelles. Bon, je l'ai dit, c'est une caricature, hein, la vérité, voilà. elle est plus... Voilà. Voilà, nous allons passer aux questions. Alors, à Sonia, c'est tout honneur. Patrick. Effectivement, je n'ai pas l'habitude de poser les questions, surtout en premier, mais là, il y a quand même quelque chose qui me démange tout particulièrement, c'est par rapport au commissioning vis-à-vis des différentes autorités de sûreté. En particulier, dans un tableau qui devait circuler à la SFEN, j'ai vu que l'EPR n'était plus en cours de commissioning aux USA. Enfin, comment est-ce que ça se passe au niveau international, à ce niveau-là ? Alors, aux USA, c'est une histoire un peu différente. C'est que aux USA, dans les années 2000, on était dans ce qu'on appelait la renaissance du nucléaire. Et là, il y a eu énormément de... Tous les constructeurs ont proposé leur modèle aux Américains. Et pratiquement, il y avait des demandes de licences combinées, ce qu'ils appellent des COL, des Combined Operation License, qui étaient déposés pratiquement par tout le monde. Et il y avait beaucoup de clients identifiés. Et finalement, avec d'abord la crise économique en 2008, puis Fukushima, puis les gaz de schiste, enfin les pétroles de schiste, les gaz de schiste qui n'étaient pas chers, ça a complètement arrêté l'élan nucléaire aux États-Unis. Et à part Westinghouse, qui a continué avec Georgia Energy et puis, je ne me rappelle plus, et Dominion, je crois, tous les autres exploitants potentiels ont jeté l'éponge. Donc ce n'est pas une histoire de... On est allé jusqu'au bout du licensing auprès de la NRC, mais on n'a pas de clients. On n'a plus de clients. Vous nous avez dit que pratiquement tous les réacteurs de troisième génération, à part l'EPR, avaient des systèmes, un mix de systèmes de sécurité actifs et passifs. Est-ce que ce n'est pas un handicap pour notre production de ne pas pouvoir afficher des systèmes de sûreté passifs ? Alors, l'EPR a aussi des systèmes de sûreté passifs. Alors, plus au niveau du traitement de l'accident grave sur le core catcher. Après, est-ce que c'est la sûreté? Ouais. Les systèmes de sûreté passive, je ne suis pas vraiment un grand spécialiste là-dedans, mais ils ont cette bonne image, effectivement. Et puis c'est vrai qu'on se dit, si on l'a vu avec Fukushima, en tout cas, ça a été les avantages des systèmes de sûreté passive ont été mis en avant avec Fukushima. On voit si on perd l'alimentation électrique, il y a quand même quelque chose qui continue de marcher. Après, sur des réacteurs de grosse puissance, c'est quand même compliqué à mettre en place pour être sûr que la circulation passive va bien se faire correctement, pour être sûr d'être capable de calculer. Ce qui est compliqué avec les systèmes passifs, c'est qu'on a des systèmes qui sont ouverts, où les conditions limites, elles ne sont pas forcément fixées. Et donc, il faut imaginer un peu tous les scénarios possibles pour être sûr de couvrir ce qui va se passer. Et ce qui va se passer réellement, par définition, on ne le connaît pas, quoi. L'avantage avec un système actif, on a une pompe qui injecte un certain débit. Bon, ça, c'est une condition limite qui est déjà donnée, qui est fixée et qui permet de traiter. Mais encore faut-il que la pompe, elle marche, ça c'est sûr. Oui, bonjour, Loïc Martin Dédier. J'ai été étonné dans les différents prospects que vous avez présentés de voir aucun pays européen, parce qu'il y a quand même des pays européens comme les Pays-Bas, la Suède, qui commencent sérieusement à vouloir relancer leur programme de construction. Oui, ils en parlent, mais pour l'instant, il n'y a aucun de ces pays qui a vraiment lancé d'appel d'offres ou de pré-offres encore pour l'instant. Donc,
on sent qu'il y a un frémissement. Hein. Maintenant, on sent bien, c'est assez récent, mais on sent que maintenant là, le nucléaire repart, on en est très content. Et donc, oui, il y aura peut-être quelque chose. Mais pour l'instant, rien de concret, rien de tangible pour l'instant. Ouais. D'accord, merci. J'ai beaucoup apprécié les petits dessins ou les petites réflexions. La seule chose que je n'ai pas compris, c'est ce qui ressemblait à une culotte courte avec 2 bretelles. Est-ce que c'était pour marquer quelque chose de tout à fait récent ou un début ou ça a une autre signification? La bretelle, je l'ai vu plusieurs fois. C'était les bretelles. Avant, j'avais mis la ceinture. C'était juste pour dire que les modèles russes, il y avait la ceinture et les bretelles. Et que justement, la ceinture, c'était ces systèmes actifs. Et comme ils ont aussi des bretelles, ils tendent, dans l'évolution des modèles russes, à alléger la ceinture, donc les systèmes actifs. Je frappe l'autorité du CEA. Ma question est simple. D'après vous, quelles sont les chances de la France à l'export ? Puisque vous avez montré qu'à l'heure actuelle, les principales exportations sont faites par les Russes, aussi un peu par la Corée. Les Chinois ne le font pas encore, mais comme ils arrivent à tout exporter, ils finiront bien par exporter des réacteurs un jour ou l'autre. Donc, dans ce contexte international, et compte tenu de l'histoire récente, quelles est, d'après vous, les chances d'exportation de la France, surtout qu'en plus on part avec le double handicap d'un EPR Kyoto qui est parti avec beaucoup de retard, et sans parler de notre propre pays, l'EPR de Flamanville, qui démarre de plus en plus lentement. Dans ce contexte franco-français et dans le contexte international, quelles est, d'après vous, les chances de la France d'exporter des EPR 2 ou des EPR 1200 ? Voilà, merci. Sincèrement, moi, je ne sais pas vraiment. Bon, il y a des pays comme l'Inde. C'est essentiel, hein, on est d'accord. Quoi, hein. Pour la suite de la filière, c'est essentiel. Si on fait que des réacteurs en France, ça ne suffira pas. Donc, Déjà, si on en fait en France, ce sera déjà quelque chose de nouveau et de bien. Mais effectivement, on en fait au Royaume-Uni. Et le Royaume-Uni semble être assez content, même si on voit bien qu'il y a des dérives aussi côté HPC, mais Sizewell est lancé quand même. Hein. Moi, ma question, c'est que je m'étais occupé de l'Égypte à l'époque, il y a longtemps de ça, quand je faisais international au CEA, c'était d'Égypte. Je me suis mis en Égypte, et quand on s'est retrouvé en Égypte, on a compris qu'on était en concurrence avec les Russes. Oui. Et quand les Russes arrivent en disant, nous, on va construire le réacteur, et on va le payer, on va le payer, bien sûr, etc. Et une fois que ça prend des années pour le construire, on passe un accord avec l'autorité, enfin avec l'exploitant électrique local, et on se paiera effectivement avec l'électricité produite. Quand vous avez des modèles comme ça dans les pays qui ne sont pas les plus riches du monde, comme l'Égypte par exemple, le marché est difficile à emporter. Quoi. Donc, non, mais ça c'est clair. Et c'est ce que je disais tout à l'heure avec les Russes, ils s'en moquent pas mal, hein. Peut-être un peu moins maintenant, mais de perdre de l'argent. Hein. Là, ce qui était intéressant, c'était grâce aux réacteurs, augmenter leur présence géographique dans certaines régions du monde. Hein. Faut pas se le cacher. Mais pour la France, bon, il y a l'Inde, mais l'Inde, moi j'en entends parler depuis que je travaille, pratiquement. Et c'est un grand pays, donc il y a des gros besoins, mais pour l'instant, puis pareil, nous, on n'est pas en capacité, effectivement, de fournir le financement. Donc, tout le monde prospecte l'Inde. Dans vos tableaux, on a bien vu que tout le monde avait l'Inde dans ses prospects. Mais après, ça va dépendre, je dirais, du niveau de sûreté qui va être exigé. On a quand même, on le paye aussi parce qu'on a une autorité de sûreté très exigeante qui est l'ASN, mais quelque part, ça peut aussi nous servir parce qu'on a un modèle qui répond à ces exigences, justement. Xavier ? Oui, bonsoir, Xavier Bravo, projet ITER. Dans le panorama que vous avez brossé à la fin, vous avez dit que les Américains se sont mis en statu quo sur leurs AP1000. Comment est-ce que vous analysez ça ? Je veux dire, statu quo, c'est-à-dire que autant nous, on a l'EPR et puis on essaye de développer l'EPR2 et puis un EPR 1200 pour avoir une gamme de grandes et petites puissances, Westinghouse, sur les réacteurs de troisième génération, alors je mets les SMR à part, ils proposent que la P1000 et ils ne proposent pas d'évolution sur la P1000. Oui, Gilbert Castagnier, EDF, à la retraite. Avant de partir à la retraite, je me suis occupé du site indien
C'est le site de Jaitapur, Ouais. pour lequel les Indiens envisageaient d'acheter 6 EPR. Et la dernière mission que j'ai faite, ce qu'ils m'ont dit, c'est que tant que l'EPR de Flamanville ne démarrerait pas, ils ne passeraient pas commande de ces 6 EPR. Est-ce que c'est la réalité ou est-ce que c'est la concurrence qui fait que... Alors, là, je n'ai pas la réponse. Sincèrement, là, je ne sais pas. Oui. Donc on a vu qu'en France, on essaie de développer plusieurs gammes de réacteurs pour évoluer et s'adapter un peu au marché. Est-ce que sur le PR1200, on a des intentions de mettre des systèmes passifs, style SACO, pour prendre un exemple sur la concurrence? Alors, je ne connais pas. Merci. Je vous propose de laisser la parole à Kivedig Westing. Bonsoir. D'abord, merci pour cet exposé de qualité, parce que faire un exposé synthétique et clair, c'est pas évident sur le sujet en peu de temps. Vous n'avez pas mentionné la Bulgarie, qui fait partie également des... Oui, j'en ai peut-être oublié. États qui étaient un peu liés avec Rosatom, mais qui non, mais voilà, réfléchissent. effectivement, on est tous bien conscients. Le contexte est en train de bouger, effectivement, Tout à fait. et il y avait certains pays qui étaient prêts à recevoir des réacteurs russes qui vont maintenant devoir choisir d'autres modèles. Et puis c'est pas pour rien que Westinghouse a remporté l'offre en Pologne. Je pense que le conflit ukrainien y est pour beaucoup. Bien sûr, oui. Et d'ailleurs, Westinghouse a remporté les 6 contrats, les 6 centrales AP1000 d'Ukraine, qui se feront oui, alors là, plus tard, évidemment. Oui, c'est ça, oui. Concernant effectivement le statu quo, vous avez raison, Westinghouse reste positionné sur l'AP1000, sachant que l'innovation aujourd'hui est portée sur l'AP300. C'est ça, sur les SMR, oui. Oui. Ok, merci. Je propose une conclusion de Patrick Michaille, si tu veux dire un dernier mot ou inviter. Non, à part un grand merci pour cette présentation, effectivement claire et qui nous ouvre quand même des horizons.